Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction. Malgré son rôle politique très important, Clément Attlee est mal connu, ce qui peut s'expliquer en partie par sa personnalité extrêmement discrète et réservée. Les journalistes le qualifiaient souvent d'incolore, surtout lorsqu'on le comparait à son principal rival, Winston Churchill, dont l'ego était beaucoup plus affirmé, et auquel on attribue souvent ce jugement sur Attlee. C'est un homme modeste qui a beaucoup de raisons de l'être. En réalité, Churchill avait beaucoup plus d'estime qu'il ne voulait le laisser paraître pour celui qui a été tantôt son bras droit, tantôt son rival. C'est en fait l'un des plus brillants dirigeants du Parti travailliste que l'Angleterre ait jamais eu. En 2004, il a été désigné comme étant le Premier ministre britannique le plus efficace du XXe siècle à la suite d'un sondage effectué auprès de 139 spécialistes de sciences politiques. Ce résultat est d'autant plus remarquable que ce siècle avait été celui de la personnalisation du pouvoir et des leaders charismatiques. Même Margaret Thatcher, qui a pourtant complètement remis en cause et démantelé le système qu'il avait mis en place, avait beaucoup d'admiration pour Attlee et le jugeait très compétent. Elle disait de lui, c'était un homme sérieux et un patriote. Si les Anglais lui ont rendu justice, les Français le connaissent mal, contrairement à Churchill dont les mémoires ont connu un succès considérable. Les mémoires d'Attlee sont restées beaucoup plus confidentielles. Bien souvent on ne veut voir en lui que l'outsider qui, contre toute attente, a coiffé au poteau le favori aux élections de 1945. Certains vont même jusqu'à juger les résultats de ces élections aberrants. On oublie que Churchill n'aurait peut-être pas si bien réussi à mener son pays à la victoire, s'il n'avait eu auprès de lui un adjoint particulièrement efficace pour s'occuper de tous les problèmes d'intendance. L'histoire de l'Angleterre entre 1940 et 1955 offre un exemple unique de cohabitation réussie, suivi de l'alternance au pouvoir de deux leaders politiques de premier plan. En tant que Français, cette période devrait nous intéresser car elle renvoie à une époque où nous pouvions nous estimer heureux que le seul pays européen sur lequel nous pouvions compter soit aussi bien gouverné. On essaiera bien sûr de ne pas donner dans l'anglomanie et les lieux communs concernant la supériorité des institutions politiques britanniques sur les institutions françaises, mais il faut reconnaître qu'il comporte une part de vérité. Bien que la période la plus importante de la vie d'Attlee soit celle où il a été Premier ministre, de 1945 à 1951, il avait déjà 62 ans lorsqu'il a accédé au pouvoir, et il avait donc déjà une longue carrière politique derrière lui. Il y a lieu de rappeler les principales étapes de cette carrière, ainsi que l'évolution de ses idées politiques avant la Seconde Guerre mondiale, et l'on constate à cet égard une continuité remarquable. Même à la fin de sa vie, il semble être resté fidèle à l'idéal socialiste de sa jeunesse. On peut distinguer trois aspects de la personnalité et de l'action politique d'Attlee, et ces aspects sont en fait étroitement liés entre eux. Le militant du Parti travailliste, le patriote britannique et le fondateur de la voie anglaise vers le socialisme. Sa carrière s'est déroulée de manière progressive, sans brûler les étapes, depuis les fonctions de militant de base et de travailleur social jusqu'à la direction du parti, et la promotion personnelle d'Attlee a coïncidé avec la place de plus en plus importante de son parti sur l'échiquier politique. Il y a bien entendu de nombreux recoupements entre les étapes de cette carrière, et les grands événements qui ont marqué l'histoire de l'Angleterre dans la première moitié du XXe siècle. En fait, l'homme a tendance à s'effacer derrière son œuvre. Il a toujours privilégié l'action par rapport à la parole, et lorsqu'il s'exprimait, il donnait peu d'informations sur les aspects les plus intimes de sa personnalité. Celle-ci reste dans une large mesure encore mal connue, et il est difficile de savoir qui était vraiment Attlee. Selon l'un de ses successeurs conservateurs, Harold Macmillan, c'était en fait un personnage assez mystérieux. On se demande encore comment un homme aussi peu charismatique a pu mener à bien un programme aussi ambitieux et modifier aussi profondément la société de son pays. Comment Devienton Attlee ? Tout d'abord, une première déception. Ce futur leader du Parti travailliste n'est pas issu d'un milieu populaire ni même modeste. Il n'a donc pas eu une enfance difficile et édifiante comme celle de Keir Hardie, qui fut l'un des principaux fondateurs du parti. Celui-ci, fils d'une servante et d'un charpentier,
fut placé comme garçon de course dès l'âge de 8 ans puis renvoyé pour être arrivé en retard à son travail alors qu'il s'occupait de sa mère malade. Embauché comme mineur à l'âge de 11 ans, autodidacte, il est devenu par la suite président de la Fédération écossaise des mineurs. Ramsay MacDonald, qui fut le premier chef de gouvernement travailliste, était également d'origine modeste. À côté d'eux, Attlee fait figure de bourgeois et en outre il a eu la possibilité de faire des études. Son origine sociale n'a cependant pas été un handicap pour son intégration parmi ses camarades du parti. Au contraire, il a su plus tard tirer profit de la relative aisance financière dont il jouissait pour réaliser ses objectifs politiques. Il n'est bien sûr pas le seul exemple de leader de gauche issu d'un milieu favorisé. En France, Léon Blum, premier président du Conseil socialiste, appartenait aussi à la grande bourgeoisie, et d'ailleurs, l'opposition de droite le lui a assez reproché. Un enfant de la bourgeoisie aisée. Clément Attlee est né à Putney, Surrey, en 1883. Il était le 7e d'une famille de 8 enfants qui appartenait à la bourgeoisie victorienne. Son père, Henry Attlee, était avocat. Comme il l'a raconté dans son autobiographie, son enfance a été très heureuse et il l'a passée pour l'essentiel dans le cocon familial. On ne sait pas très bien pour quelle raison il n'a pas été scolarisé, comme on dit maintenant, avant l'âge de 9 ans. Plusieurs explications ont été avancées. Sa trop petite taille, sa timidité excessive ou ce qui semble le plus probable, une maladie de longue durée qui pourrait avoir été la variole. Toujours est-il que c'est sa mère qui s'est occupée de son éducation, jusqu'à ce qu'il puisse rejoindre l'enseignement primaire. Il a profité de ses loisirs pour lire beaucoup, et notamment de la poésie pour laquelle il a manifesté une véritable passion dès son plus jeune âge. Son poète préféré était Tennyson, dont la mort en 1892 l'a beaucoup peiné. Toute sa vie, il a d'ailleurs continué d'exercer ses talents de poète amateur sans aucune prétention littéraire, même dans les circonstances les plus inattendues, comme pendant la campagne de Turquie au cours de la Première Guerre mondiale. Cela constitue encore l'une des facettes cachées de sa personnalité, qui pourrait paraître au premier abord un peu prosaïque. Un public schoolboy. Le fait d'avoir été élevé à l'écart des jeunes de son âge et son goût pour la lecture aurait pu faire de Clément Attlee un enfant introverti et renfermé. Il n'en a rien été. À l'école primaire de Norceau, il a commencé à s'intéresser au cricket comme la plupart des jeunes Anglais, puis, admis dans la public school de Highbury, il a pratiqué de nombreux sports, sans toutefois manifester de talent particulier pour aucun d'entre eux. Il participait activement à la vie de son école. Ce qui peut paraître surprenant, étant donné sa timidité bien connue, c'est qu'il a joué en amateur dans de nombreuses pièces de théâtre de Shakespeare où il tenait souvent, il est vrai, des seconds rôles. Tony Blair fut plus tard un autre Premier ministre ayant participé à des représentations théâtrales dans sa jeunesse, mais cela nous paraît moins étonnant de sa part. Attlee manifeste donc dès son plus jeune âge un certain don d'ubiquité, dont il continuera à faire preuve plus tard. Il est partout où il faut, quand il faut et il en profite pour se mettre discrètement en valeur. C'est un atout important dans le système d'éducation anglais, beaucoup moins scolaire que le système français, dans la mesure où il met l'accent sur la formation du caractère et les relations avec les autres. Parallèlement à ses études secondaires, Attlee a suivi une préparation militaire, qui lui a donné l'occasion de montrer ses qualités d'organisation. Ayant reçu une distinction correspondant à celle de soldat de première classe, il avait la responsabilité d'une petite équipe de camarades qui a obtenu une fois le prix de la tente la mieux tenue du camp. Il n'était pourtant pas ce que l'on appellerait aujourd'hui un faillot, mais plutôt un garçon très consciencieux qui s'efforçait de s'acquitter le mieux possible des tâches qui lui étaient confiées, quelles qu'elles soient. Apparemment, il savait aussi se faire respecter, mais aussi et surtout motiver les membres d'un groupe en permettant à chacun de donner le meilleur de lui-même, une qualité précieuse qui lui sera très utile plus tard. Ses capacités de leadership ont pu aussi se manifester dans le domaine de la discipline. Ainsi, dans son école, en tant que préfet, il était chargé de la surveillance d'un dortoir de 42 lits. Ce qui est assez remarquable, c'est qu'une telle responsabilité lui ait été confiée, alors qu'elle était en général réservée à des garçons qui avaient manifesté des dons particuliers dans une équipe sportive de l'école.
Or on a vu qu'Atli n'avait pas de talent exceptionnel dans ce domaine, sans être vraiment mauvais en sport. À la suite de cette scolarité bien remplie, il est intéressant de savoir ce que ses professeurs pensaient d'Atli. Après des appréciations élogieuses sur la solidité de son caractère et le fait qu'il avait les atouts nécessaires pour réussir dans la vie, on trouve des remarques plus surprenantes concernant quelqu'un qui passe plutôt pour modeste et réservé. Ainsi, il s'agirait d'un jeune homme sûr de lui et même effronté et suffisant, faisant peu de cas des opinions des autres. La contradiction n'est cependant qu'apparente. Atli était sans doute conscient de sa valeur, mais aussi de ses limites, et il a dû se rendre compte très tôt qu'il était de ceux qu'on a plutôt tendance à sous-estimer qu'à surestimer. Il a souvent su d'ailleurs en tirer profit, mais lorsqu'il était sûr d'avoir raison, il pouvait affirmer ses opinions avec une certaine brutalité. En fait, Atli fait partie de ces gens dont on se demande s'ils ont jamais été jeunes. Sa famille était très religieuse et attachée à la tradition anglicane. Tous les matins avant le petit déjeuner, son père récitait des prières à la famille réunie qui chantait ensuite des psaumes. Si Atli n'est pas devenu vraiment un joyeux drille après avoir grandi dans une telle ambiance, on peut dire qu'il avait des excuses. Pour sa part, il s'ennuyait à l'église et ne croyait pas en Dieu, semble-t-il. Il est cependant resté très attaché aux traditions et très influencé par les principes moraux qui lui ont été inculqués dans sa jeunesse. Il se considérait lui-même comme un pur produit de l'Angleterre victorienne. En fait, il était difficile de connaître les convictions religieuses de cet homme particulièrement réservé et laconique, qui ne se livrait guère. Plus tard, ayant déjà atteint un âge avancé, il devait donner les réponses suivantes à un journaliste qui l'interviewait à ce sujet. Je crois à l'éthique du christianisme. Je ne peux croire au charabia, en anglais mumbo jumbo. Seriez-vous donc agnostique ? Je ne sais pas. Pensez-vous qu'il y ait une vie après la mort ? Peut-être. Oxford, le point de passage obligé vers la classe dirigeante. Atli a été admis en 1901 à l'université d'Oxford, où il a choisi d'abord d'étudier l'histoire, et plus particulièrement la période de l'histoire italienne comprise entre 1495 et 1512. Il a tiré de l'étude de cette période de la Renaissance une véritable fascination pour le pouvoir et pour les princes italiens du XVIe accent grave siècle. Cela explique peut-être certains aspects un peu machiavéliques de sa personnalité, qu'il a toujours dissimulé sous une grande rigueur morale. Il s'est ensuite orienté vers des études de droit. Il appréciait beaucoup sa vie d'étudiant à Oxford, mais sa timidité l'empêchait de participer à des débats publics avec des camarades beaucoup plus brillants que lui. En fait, il ne s'intéressait pas beaucoup à la politique et n'avait encore aucune ambition dans ce domaine. Contrairement à son père, qui était libéral et admirateur de Gladstone, Clément Attlee affichait des opinions ultra-conservatrices et apparaissait même assez cynique dans sa jeunesse. Ainsi, alors qu'il était encore au collège de Haileybury, au cours d'une grève des conducteurs de fiacre à Londres, il avait écrit un poème pour consoler les voyageurs dérangés par cette grève. Il leur certifiait que ce mouvement ne durerait pas longtemps et que, par manque d'argent, les conducteurs finiraient par devenir plus humbles et par supplier les clients de monter dans leur fiacre. Cette attitude de jeune bourgeois conformiste et assez peu sympathique paraît surprenante quand on connaît son évolution ultérieure. Elle s'explique peut-être par le fait que la société anglaise était très cloisonnée à cette époque, et que les membres des classes favorisées ne parvenaient même pas à imaginer ce que pouvait être la vie quotidienne des pauvres. Selon son biographe, T. Burridge, l'orientation politique future d'Attlee a été très fortement influencée par ses études à Oxford. Ce qui peut paraître paradoxal, c'est qu'il se soit tourné vers le socialisme parce qu'il était fondamentalement et émotionnellement conservateur. Le socialisme lui est apparu comme la meilleure méthode pour préserver et développer les valeurs culturelles qui lui ont été transmises par sa vie de famille et ses études supérieures, et non comme un moyen de les remplacer par des principes révolutionnaires. Une expérience peu concluante de la profession d'avocat. Comme beaucoup d'autres étudiants, Attlee aurait souhaité devenir professeur d'université, mais il n'a pas obtenu des notes suffisantes à son diplôme pour y parvenir. Il lui fallait donc trouver une autre voie. Après avoir terminé ses études à Oxford,
Il a donc passé avec succès l'examen d'accès au barreau en 1905. Il a travaillé ensuite un certain temps au cabinet de son père, dont la position et l'influence étaient pour lui un atout certain. Grâce aux relations d'Henry Attlee, les plus grands noms du barreau ont guidé ses premiers pas dans la profession d'avocat. Cependant, ce type de carrière ne l'intéressait pas vraiment et il l'avait choisi en partie pour faire plaisir à son père, même si celui-ci n'avait pas cherché à l'influencer. Clément Attlee n'avait pas beaucoup de prédisposition pour la profession d'avocat, et cette première expérience a été dans une large mesure un échec. Il n'arrivait pas à trouver suffisamment de clients, mais après tout c'est le cas de la plupart des avocats débutants, et ce n'était pas une raison suffisante pour abandonner la profession. Pourtant, après la mort de son père en 1908, il a décidé en 1909 de cesser définitivement d'exercer. À l'âge de 26 ans, Attlee cherchait donc encore sa voie, même si l'on ne peut pas dire qu'il procédait par élimination successive. Il avait cependant déjà acquis un autre type d'expérience, qui allait avoir davantage d'influence sur son orientation future. Le travailleur social et le militant travailliste. Il y avait dans sa famille une très forte tradition de service social, comme il l'a rappelé plus tard dans son autobiographie. Sa mère avait été visiteuse de district dans l'un des quartiers populaires les plus défavorisés de Londres. En 1905, Attlee a commencé à travailler dans un club mis en place par les anciens élèves de son école, le Highbury Club, à Stepney, l'un des quartiers les plus durs de Londres. Très vite, des responsabilités de gestionnaire lui ont été confiées dans le cadre de ce club. Il a eu la possibilité d'agir concrètement en faveur des plus démunis, et il a notamment mis à leur service ses qualités d'organisation. Cette expérience lui a donné l'occasion d'entrer en contact avec les classes populaires. Il s'est aperçu progressivement que son échelle de valeur était fausse. Pourtant, Attlee n'avait rien d'un rebelle. Il n'avait pas de problème personnel, ni de ressentiment à l'égard de son milieu d'origine. Il n'avait pas non plus de sentiment de culpabilité. Son changement d'attitude n'était pas de nature intellectuelle. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.